Gérard, toi qui t'intéresses à ces questions de près, nous sommes en pleine COP21. Qu'est-ce que tu en penses un peu exactement de cette conférence? Elle se termine et on ne sait toujours rien. C'est ce qui me stupéfie le plus. Pour l'humanité, j'avais suivi en 1997 la conférence de Kyoto à partir de mon bureau, mais on avait des quantités de dépêches tous les jours. Et dans cette COP21, il y a eu une véritable rétention d'informations. Les journalistes n'avaient pas accès au déroulé des négociations, à leur avancement. La semaine dernière, le week-end dernier, François Hollande a dit qu'il ne fallait pas être trop ambitieux. J'en ai conclu que la présidence française était pour un accord à tout prix, même si le contenu de l'accord risque d'être en dessous des exigences induites par le réchauffement climatique. Donc je pense qu'on va aller vers un accord au rabais. Le peu d'informations que j'ai pu lire ce matin montre que on parle certes de contenir le réchauffement à moins de 2 degrés et peut-être même, dit-on, à moins de 1,5, sauf que il n'y a aucune politique qui permette d'atteindre ces objectifs, de définir leur clé. Puisque on n'est pas d'accord sur les mesures d'atténuation, c'est-à-dire sur la réduction des gaz à effet de serre par les pays qui participent à cette conférence. On ne sait pas quand est-ce que la courbe des émissions s'inversera. On parle de révision tous les 5 ans, mais on ne se fixe pas d'objectifs chiffrés. Et même les objectifs chiffrés qui avaient été avancés de 100 milliards d'euros par an des pays riches pour aider les pays pauvres, c'est remis en question, notamment par les États-Unis et l'Australie. Donc, je pense qu'on va vers un accord qui ne permettra pas d'atteindre les objectifs affichés, mais qui nous mettra plutôt sur une trajectoire de 3 degrés, voire 3,5 de réchauffement d'ici la fin du siècle. C'est très préoccupant et je trouve que la présidence française, dans ce domaine, a caché son jeu. J'ai le sentiment qu'elle veut un accord à tout prix, fût-il un accord sans contenu. Bien. Alors, donc, ce qui signifie donc que le combat continue, en tout cas l'action continue. Alors toi-même, chaque semaine dans l'Humanité Dimanche, tu produis un papier sur ces questions-là, tu écris beaucoup. Alors c'est quoi le plus important maintenant à faire connaître le plus largement au public? Le plus important aujourd'hui, c'est de continuer à expliquer tout ce qu'il est possible de faire pour freiner le réchauffement. De ce point de vue, je verrai avec Humanité Dimanche si ma chronique continue après la COP21. Personnellement, je pense qu'on a intérêt à la continuer. Ce dont je suis sûr déjà, c'est que le livre que j'ai écrit et qui est sorti au mois de mai, L'écologie peut encore sauver l'économie, il reste tout à fait valable. J'aurais peut-être à changer la préface pour l'actualiser, mais je suis content d'avoir produit cette réflexion. Je l'avais fait en craignant ce qui risque d'arriver ce week-end avec des résultats décevants de la COP21, parce que je me suis aperçu aussi que de plus en plus, ou du moins quand ils parlent de lutter contre le réchauffement climatique, et les dirigeants politiques du monde et les chefs d'entreprise d'une façon générale, ils pensent davantage green business, business vert, plutôt que lutte réelle contre le réchauffement climatique. Donc, cela étant, je pense aussi qu'il faut mobiliser les gens et que tous les canaux sont bons pour mobiliser les gens sur ces questions-là, parce qu'il y va de l'avenir des générations futures, de nos petits-enfants maintenant. Et je pense que, y compris les écrivains comme toi, peuvent aussi s'y mettre, je dirais, ce que tu as commencé à faire avec ce livre sur les hauteurs d'Innsbruck d'ailleurs. Oui, alors donc en fait l'idée quand même c'est qu'on est dans une période qui est caractérisée par le passage, disons, bien acté maintenant du capitalisme restreint au capitalisme généralisé, et que cette machine folle doit être, en tout cas, faut y mettre un coup d'arrêt pour maîtriser les choses. Et c'est vrai que la littérature peut aussi
puisse s'emparer de tels sujets. Moi, je considère que l'art, ça sert à célébrer la vie. Et donc, oui, j'ai écrit un roman en partant de la chanson de Jean Ferrat, La Montagne, qui était écrite il y a 61 ans. Et en fin de compte, pour écrire une ode à la nature, mais aussi un appel à la conscience. Que comme le dit le slogan, les hommes peuvent pas se passer de la nature, mais la nature peut se passer de nous. Et en tout cas, dans les jeunes générations, il est temps peut-être de travailler à accroître la prise de conscience que la société dite de consommation est aliénante et qu'on peut essayer de trouver une autre voie que celle dans laquelle on est enfermé aujourd'hui. Donc évidemment, moi je considère que la littérature peut quelque chose. La littérature, d'ailleurs, Boualem Sansal, l'auteur algérien, disait qu'il était venu à la littérature par la politique, et on peut considérer que, ce que disait, je retrouve plus ce que disait Adam Smith, un des fondateurs du capitalisme. Il décrivait dans un ouvrage qui s'appelle La théorie des sentiments moraux, un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui. Quels sont les inconvénients de l'esprit commercial? Les intelligences se rétrécissent, l'élévation d'esprit devient impossible, l'instruction est méprisée ou du moins négligée. Il importerait hautement de réfléchir aux moyens de remédier à ces défauts. Je ne dis pas que tout le monde est touché par ce rétrécissement de l'esprit, mais tout de même, après le premier point de dépense dans le monde, c'est l'armement. Le deuxième, c'est la publicité. Et comme le dit très bien un des pratiquants du capitalisme, en tout cas qui n'était pas généralisé à l'époque mais qui l'est aujourd'hui, Henry Ford, notre métier consiste à organiser l'insatisfaction. Donc, oui, effectivement, si la littérature peut nous aider à poser ces questions et à faire s'interroger, à grandir les consciences, alors oui, je pense que les écrivains ont ce rôle, à côté de gens comme toi, plus spécialistes, de participer à ce mouvement de conscientisation, comme Jean Ferrat l'avait fait d'ailleurs, il y a plus de 60 ans avec La Montagne. Quand Jean Ferrat a écrit cette chanson, j'étais encore un jeune paysan en Bretagne. Oui. Tu viens de dire que la société de consommation pouvait être aliénante. Je pense qu'il faut faire attention quand on manie ce concept, parce que dans ce pays, beaucoup de gens sont aliénés parce qu'ils n'ont pas un pouvoir d'achat suffisant pour consommer normalement. Cela étant, je pense que la société telle qu'elle fonctionne, elle gaspille beaucoup d'argent dans le processus de production, que ce soit le financement des capitaux ou la rémunération du capital, et que ce soit aussi cette théorie de la destruction créatrice qu'on appelle la théorie de Schumpeter, et qui consiste à se servir des innovations et de la concurrence pour détruire du capital de production, fermer des usines comme on a fermé Citroën-Aulnay il y a quelques années, et la variable d'ajustement devient les travailleurs. Mais cette société, elle est gourmande en capitaux et elle est très émettrice de gaz à effet de serre. Et donc, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre et freiner le réchauffement climatique, la question centrale qui se pose, c'est comment produire en économisant du capital, que ce soit du pétrole, des métaux ferreux, que ce soit du bois, que ce soit les terres agricoles, etc., etc. Et aujourd'hui, on est dans une stratégie de fuite en avant dans le gaspillage. La meilleure illustration est donnée d'ailleurs par les accords de libre-échange que l'Union européenne ne cesse de négocier, un jour avec le Canada, un jour avec le Maroc, un jour avec les pays asiatiques, un jour avec les pays du Mercosur. Tout ça qui conduit à mettre nos propres producteurs en difficulté, à faire en sorte que les terres agricoles se dégradent dans une lutte féroce, dans un monde de concurrence absolument atroce. Et donc, si on ne sort pas de ce système, je crois qu'il y aura forcément augmentation des émissions de gaz à effet de serre. François Hollande avait dit il y a 2 ou 3 ans que sa stratégie, c'était la politique de l'offre. Mais la politique de l'offre, telle qu'elle se déroule, pour
créer l'insatisfaction, comme tu le disais tout à l'heure. Comment Henry Ford le disait, ben ça se traduit par beaucoup de gaspillage de capital. On ne peut pas continuer comme ça parce qu'on arrivera sur une trajectoire de 4 à 5 degrés de réchauffement climatique si on continue comme ça, sauf si on n'a plus de matières premières. Non, mais je partage cette idée que la solution est politique. D'ailleurs, quand l'Allemagne de l'Ouest a annexé, entre guillemets, récupéré l'Allemagne de l'Est, la première chose qu'ils ont fait, c'est de racheter les brevets d'Allemagne de l'Est, parce que l'Allemagne de l'Est avait certainement beaucoup de défauts, mais elle avait une qualité, c'est qu'il n'y avait pas l'obsolescence programmée pour les machines à laver, etc. Et donc ils ont racheté les brevets pour les détruire. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, pour arriver, de manière concomitante avec la solution politique, il y a une responsabilité personnelle. Je prends un exemple. Là, on vient de prendre une loi, tant mieux, pour que les grandes surfaces ne jettent plus les produits qu'ils ne vendent pas. Simplement, le gâchis alimentaire, aujourd'hui, il est à 76% chez les ménages. Donc là, on est obligé aussi, il faut mener une bataille sur les deux fronts. Si on veut arriver à... Rien ne se fera sans l'opinion publique, rien ne se fera sans les gens. Et donc, il faut continuer à travailler de concert, comme on le fait d'ailleurs tous les deux à travers la France, pour que la prise de conscience puisse gagner en force.